Voilà donc après l'identité narrative de Paul Ricoeur, l'identité politique et humaine, si on peut la nommer comme ça, plurielle de Charles Taylor, l'identité sociale et politique de Hannah Arendt. Je rappelle que l'ensemble de ces auteurs servent à illustrer, à mieux comprendre des formes possibles de déploiement de cette relation à soi qu'on observait notamment dans la philosophie de Johann Gottlieb Fichte. Hannah Arendt est une penseuse politique qui, dans le cadre des montées du national-socialisme en Allemagne, est partie vivre aux États-Unis et du côté de New York, notamment. Hannah Arendt, dans son œuvre, s'attarde un moment sur la question des sociétés modernes et de la position de l'être humain dans ces sociétés modernes. Et elle s'interroge sur comment est-ce que des sciences sociales qui devaient servir notamment à l'émancipation de la société et donc des individus qui y vivent, des membres de la société. C'était notamment la position de l'école de Francfort. Comment est-ce que des sciences sociales qui doivent notamment servir à l'émancipation, la libération des individus dans une société, des prismes et des cadres peut-être trop cadenassants que pourraient impliquer certaines conditions d'un vivre en société, comment ces sciences sociales donc euh, en sont venues, c'est ce qu'elle observe, en sont venues à ne plus tellement être dans ce travail d'émancipation, mais davantage à comprendre l'humain en termes d'un être à gérer et principalement à comprendre l'humain sous l'angle d'une science du travail. Hannah Arendt s'étonne que les sciences sociales, qui normalement doivent s'inscrire dans cette visée politique d'émancipation, eh bien, en viennent à se réduire en quelque sorte à des sciences du travail, c'est-à-dire à des sciences de gestion de l'activité humaine, c'est-à-dire à des, là le terme est un peu fort, mais il y a une sorte de logistique des capacités humaines, de telle sorte qu'on puisse avoir un travail opérationnel, efficace, etc. Et donc, en fait, elle s'alerte également aussi de la possibilité dans les sociétés modernes de la perte d'une forme d'humanité, de la perte d'une manière d'agir que pourraient avoir les êtres humains, précisément par des conditions que générerait la société et qui nous empêcheraient de pleinement agir en tant qu'être humain. Hannah Arendt, dans sa réflexion philosophique, observe que l'histoire de la philosophie s'est principalement concentrée autour de la vie contemplative, c'est-à-dire d'une vie théorique, d'une vie qui, donc c'est-à-dire d'une position par rapport au monde, qui est une position de mise à distance du monde et qui nous permettent par rapport à ce monde de le considérer comme un objet d'étude, comme un élément qu'on peut théoriser. La contemplation est effectivement un élément à comprendre dans le rapport à la théorie, à l'acte de théoriser. Un monde qu'on peut regarder à distance, si vous voulez. Et elle fait valoir qu'il est maintenant plus que nécessaire, qu'il devient impératif, non plus de mobiliser la philosophie comme vie contemplative, ou les sciences comme vie contemplative, mais surtout comme vie active. Et donc, elle essaye de déplacer le curseur de telle sorte que les êtres humains, les penseurs, les sociétés, en fait, euh, soient davantage mobilisés dans leur possibilité d'action que dans leur possibilité de connaissance, si vous voulez. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'Hannah Arendt va se demander quelles sont encore les possibilités d'action qui existent dans nos sociétés modernes et quelles sont celles qui sont donc mises à mal, même si évidemment on en a déjà donné un mot. Hannah Arendt observe que l'activité humaine, l'agir humain, les différents faire humains s'établissent, si vous voulez, en trois dimensions. Il y a une première forme qui serait la forme du labeur. Le labeur. C'est une forme de travail, et vous allez voir à quel point ces trois formes
d'activité sont liées à la question de la temporalité. Donc, d'une certaine manière, à la manière dont on subjective le temps, la manière dont on fait exister le temps, donc à l'existence. Une première forme de travail, donc qui est une première forme d'action, pardon, qui est moins une action, mais plutôt un travail, qui est le labeur. Le labeur, c'est cette, ce faire qui nous permet de satisfaire aux besoins vitaux de l'humanité. Et Hannah Arendt observe que dans sa dimension temporelle, le labeur est en fait marqué par la répétition, par la quotidienneté, par la répétition de la même chose. C'est-à-dire que le labeur et le fruit du labeur, le résultat du labeur, du travail, en fait est consommé assez rapidement et impose par là qu'on le reprenne de manière incessante et répétée. Mais le labeur a ceci de pénible qu'il répète la même chose. C'est pas une reprise différenciée, c'est la répétition du même. Voilà ce qu'est le labeur. Pour Hannah Arendt, ça peut être intéressant à penser dans le cadre d'un travail à la chaîne. Ça peut être intéressant, donc on peut avoir le Fordisme ou le Taylorisme en tête, mais ça peut être intéressant aussi de se demander dans quelle mesure est-ce que certaines institutions et elles sont très vastes, hein, ça peut être en soins de santé, dans les secteurs psychosociaux, comment est-ce que certaines institutions, parce qu'elles ont des ressources humaines limitées, parce que trop peu de moyens ou parce que les moyens sont injectés ailleurs, eh bien, en viennent finalement à impliquer, bon gré mal gré, eux, les travailleurs sociaux, psychosociaux, dans une manière de routine standardisée, répétitive, dans des relations humaines. Là où précisément, il me semble que l'humanité demande d'éviter d'être uniquement dans une forme de répétition, de reproduction du même et à l'identique. Et donc, on peut se retrouver effectivement parfois à avoir l'impression de faire une forme de travail à la chaîne, penser à des dimensions administratives par exemple, alors que nous sommes dans des rapports humains. C'est précisément un danger que pointait Hannah Arendt, de faire de la relation humaine et des enjeux politiques de l'humanité simplement des enjeux de gestion de capacité, logistique ou en termes de ressources humaines. Le labeur est donc ce premier point. La deuxième forme d'action, la deuxième forme de faire plutôt, est le faire-œuvre, le poién, la poiesis en grec. Et ce faire-œuvre, donc, si on regarde l'étymologie, hein, poién, poiesis, qui peut être faire, fabriquer, créer, c'est un terme très vaste, eh bien, c'est tout ce qui va permettre à une société humaine de créer un monde humain. Donc c'est vraiment le monde des artefacts. C'est ce monde que vous rencontrez tous les jours lorsque vous ouvrez les yeux. C'est ce monde d'outils. C'est ce monde euh, que nous comprenons en termes de moyens fins. C'est-à-dire, c'est cette manière dont nous avons appréhendé la matière, pardon, cette manière dont nous avons appréhendé la matière pour qu'elle nous soit utile, pour qu'elle réponde à une fonction, pour qu'elle nous serve à quelque chose. Et donc, le faire-œuvre, pour Hannah Arendt, traduit vraiment le monde humain, c'est-à-dire aussi ce comportement par lequel nous sommes parvenus à introduire entre nous et la nature un rapport de distance, un rapport de différence, à considérer que le monde humain se différencie par la production des artefacts principalement, donc qui ne sont pas une production spontanée de la nature, mais par une production art- d'artefacts, donc qui mobilisent une technique, un apprentissage, donc on peut hériter, etc., par la production d'artefacts, une sorte de discontinuité entre l'ordre naturel et l'ordre humain. Mais une discontinuité qu'il s'agit de bien mesurer, c'est-à-dire un monde humain qui est un monde régi par la règle ou la norme moyen-fin. Les choses sont comprises en termes de moyen-fin. Tout élément de la matière, tout artefact a une fonction, plus ou moins directe, plus ou moins indirecte. Donc c'est assez intéressant de penser ce rapport moyen-fin, d'autant plus que l'on sait que Hannah Arendt est inspirée de la philosophie kantienne, notamment par rapport à la théorie du jugement. Et ce rapport moyen-fin, on peut aussi en indiquer un danger quelque part, c'est de faire d'une personne humaine un moyen pour atteindre des fins. C'est ce qu'on appelle instrumentaliser. Et donc de considérer, et c'est un vrai risque, de considérer par exemple qu'on peut utiliser quelqu'un et une fois l'usage de cette personne fait, atteint, l'objectif atteint qu'aurait permis son usage,
eh bien peut-être mettre de côté cette personne pour en utiliser une autre, par exemple, ou l'utiliser à nouveau tant qu'elle nous est utile. Et donc ce rapport d'instrumentalisation est aussi un rapport auquel, il me semble, Hannah Arendt indique qu'il faut se prémunir, qu'il faut être attentif, l'anticiper pour pouvoir justement le prévenir. La temporalité du faire-œuvre, contrairement, enfin pas contrairement, mais différemment à celle du labeur, le labeur c'était la répétition du même, cette sorte de quotidienneté, eh bien le rapport du monde humain du faire-œuvre est un rapport cyclique, c'est-à-dire que c'est un rapport qui effectivement va se reprendre, mais qui va avoir une certaine durée dans le temps. On observe effectivement que le monde humain est un monde qui dure, mais est aussi un monde qui s'use, qu'il y a des mondes humains qui n'existent plus, qui ont disparu, dont on observe encore les ruines matérielles ou symboliques ou psychologiques, hein, les héritages culturels qu'on peut faire, qui ne se limitent pas qu'à la matière, mais aussi à des conceptions, des préconceptions par rapport au monde, etc., des formes de croyances, des méthodes, des pratiques, etc., professionnelles notamment, eh bien, que tout ça, c'est effectivement quelque chose qui s'inscrit dans un ordre cyclique, c'est-à-dire donc quelque chose qui effectivement n'est pas éternel, mais qui va devoir être repris, qui va devoir recommencer. Et donc on n'est pas encore dans un temps qui serait unidirectionnel. Enfin, le dernier niveau de l'action, et là on peut parler de l'agir au sens plein du terme, c'est précisément le niveau de l'action. C'est-à-dire ce niveau où les sujets parviennent en collectivité à introduire dans le cours naturel des choses, dans l'écoulement habituel du temps, à introduire une irruption, une éruption temporelle, c'est-à-dire à temporaliser collectivement un moment, de telle sorte que, en fait, le temps ne passe plus de manière linéaire, ordinaire, mais qu'on rentre d'une certaine manière, si on permet le jeu de mots, dans une forme de temps extraordinaire, à savoir le temps de l'événement, c'est-à-dire le temps où quelque chose se passe, quelque chose se joue. Il y a un philosophe que j'apprécie particulièrement, que j'affectionne particulièrement du côté de Louvain-la-Neuve et qui est directeur du Centre de philosophie du droit à Louvain-la-Neuve, qui est Marc Mascalque, et qui proposait dans une intervention autour des droits culturels et de leurs enjeux, une définition de la culture comme suit. Il disait, je cite de mémoire, que c'était un pouvoir collectif d'interpellation collective. C'était un agir collectif interpellant collectivement. Eh bien, il me semble que cette définition que Marc Mascalque donnait de la culture, de ses enjeux, un pouvoir collectif, un pouvoir d'action collective interpellant collectivement, est une manière dont on pourrait comprendre pour nous, dans le cadre de nos réflexions sur l'éducation, eh bien, dont on pourrait comprendre ces enjeux qu'essaye de pointer Hannah Arendt, sur lesquels elle nous propose de se focaliser, de s'attarder, à savoir ces enjeux autour de la pluralité de l'intersubjectivité. Ça pourrait être une manière dont une pluralité, un ensemble de sujets, une collectivité parvient ensemble, collectivement, à interpeller une forme de collectivité, une société, comment? En introduisant une temporalité particulière. Et donc on peut avoir en tête très clairement des formes de manifestation, des formes de coups d'État, des formes de révolution. Vous savez qu'il y a des révolutions qui sont manifestes et puis il y a des révolutions qui sont parfois plus psychologiques, symboliques, cognitives, plus représentationnelles, plus discrètes, euh, notamment. Donc, je pense que la Hannah Arendt peut nous amener à réfléchir cette manière dont les sujets en collectivité ont ce pouvoir de faire rupture dans le temps, d'introduire une rupture dans le temps, c'est-à-dire d'introduire, de réaliser une introduction d'une temporalité collective qui est en fait un acte de temporalisation collective émergeant et interrogeant le cours habituel des choses. L'interrogeant, ça devient un lieu de questionnement, ça devient un événement, ça devient quelque chose qui peut impliquer dans le cours du temps une forme d'irréversibilité temporelle. C'est ça l'action humaine. Ce qui est posé en tant qu'humain et pleinement humain collectivement, c'est ce qui introduit de l'irréversibilité. Ce qui a été posé implique qu'on ne pourra plus jamais revenir comme avant, c'est-à-dire antérieurement et comme avant. Exactement. L'irréversibilité. Ce qui fait aussi que ces sujets collectivement sont, comme chez Paul Ricoeur, insubstituables. Ils ne peuvent être remplacés. Voilà comment nous terminerons avec cette philosophie politique d'Anna Arendt.